Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mardi, l'équipe est en place. Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Joël Lega, le patron du journal Fraternité. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Acha Ibrahim, de Temps Nouveau, et Ambroise Pondio, du journal des Guayanes. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité. Vous le verrez, nous parlerons politique avec ce nouveau blocage. La musique est la même depuis des années. Comment sortir de ce bourbier? On reposera la question. Et nous aborderons une autre question qui touche encore l'union des forces de changement, l'UFC. C'est l'alternative qui fait la révélation d'une tension réelle aujourd'hui entre les deux alliés, UFC et UNIR. L'argent circulerait abondamment entre finalement les partis politiques. D'où cette question ce matin. La politique au Togo est-elle devenue un business? Sans parti pris, avec un petit peu de courage, on abordera le sujet. Bienvenue. Retour en studio avec les confrères Fioclou à Danglenou. Bonjour Fioclou. Bonjour Eric, bonjour Joël, bonjour Acha, bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Acha Ibrahim, merci d'être là. C'est un plaisir. Bonjour Eric et bonjour aux confrères en studio. Et sans oublier nos grands citoyens d'État sur la plateforme Taxi Presse. Bonjour Joël. Bonjour mon cher ami, bonjour chers amis, bonjour chers amis de l'autre côté des ondes. Ce soir. Merci d'être là. Je voudrais qu'on commence justement avec vous par rapport donc à cette alerte donnée par la météo, donc la division protection civile depuis hier. Il semble qu'à partir de 15, c'est-à-dire depuis hier jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, il pleuvra abondamment au Togo et dans la sous-région, donc il va pleuvoir. D'ailleurs, le confrère Togo Matin revient sur le sujet ce matin. Il va pleuvoir à torrent cette seconde moitié d'octobre. On appelle donc à la vigilance, à la prudence. C'est l'appel finalement des autorités. On l'a vu hier un petit peu, cette pluie a une nouvelle fois désorganisé plusieurs quartiers de nos villes. Le cas de Agbalepedo Groupe C, avec des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Joël, vous en avez vu quelques-unes quand même de ces images, je veux dire. Oui, Eric, je dirais que nous en avons vu, et je crois que ce qu'il faut dénoter de la réaction des citoyens, c'est qu'ils sont pantois. Ils sont aujourd'hui pantois parce que combien de fois on n'a pas dénoncer les cas d'inondation qui sont récurrents à Lomé, malgré, il faut reconnaître que des efforts ont été faits ces dernières, enfin, ce qui est aujourd'hui est légèrement mieux qu'hier, seulement que ça devait être nettement mieux qu'hier parce que on a investi beaucoup de milliards du contribuable, on a mobilisé beaucoup de milliards de la part des institutions là qui financent le Togo, enfin qui font des prêts au Togo, des milliards que nous n'avons même pas encore commencé par payer, et voilà ce que ça a donné comme ouvrage. Pas plus que à côté de vous ici sur les pavés du collège groupe C à Agbalepedo, ces pavés qui viennent d'être faits, et après avoir été plusieurs fois rafistolés, reportés, on a changé de prestataire. Selon mes informations, on n'a même pas encore réceptionné ces pavés. Justement, on n'a même pas encore réceptionné ces pavés. Parce que comment on va le réceptionner? Il semble que le troisième entrepreneur qui a été mis sur le chantier, c'est un douanier qui aurait été... Oui, c'est un douanier qui a été déclassé avec la restitution de l'OTR. Un douanier donc qui s'est converti aussitôt dans le BTP. Il avait appris à faire ça avant? Non mais... Tu sais que c'est légion dans ce secteur-là. Combien de fois on n'a pas pris des gens qui n'ont rien, qui ne connaissent même pas le BABA du BTP, des maçons qu'on a transformés en BTP, en entrepreneurs, etc. Donc ça a été c'est le cas
je crois, c'est l'avenue Malou, non? Comment on l'appelle? Oui. De toute la façon, c'est la voie qui quitte la, qui quitte la qui maison quitte, de Malou. voilà, là, qui est dans la maison de Malou pour rejoindre le rond-point de la HAC. Mais tout le pavé était sous l'eau pendant que, au milieu de cet ouvrage, il y a des caniveaux. Il y a des caniveaux de près de près de ces 50 cm au moins. Oui. Hein? Enfin, la moitié, 2 mètres. Non, ça fait 1 mètre déjà, ce caniveau-là. Quand vous le voyez, vous voyez les images. Des caniveaux d'au moins 1 mètre. Hein? D'au moins 1 mètre en largeur. Je ne parle pas de la profondeur. Mais ces caniveaux qui ont été refaits N fois, et sous l'assistance de ce leader de M. Kagbara, qui n'est pas loin, parce que lui-même il est victime de la rétention d'eau qui est à côté de lui. Ah, oui. Oui, cette rétention d'eau a été refaite N fois, mais voilà, le quartier est encore inondé. Comme plusieurs quartiers également. Il y a le cas d'Adido Gomé où cette rétention d'eau qui n'est pas loin de Champion, qui aussi a débordé hier et donc les riverains ont eu des soucis hier. Effectivement. Et on a quand même été alerté dans plusieurs quartiers où il y a des rétentions d'eau qui Au niveau d'Adido Adin, on passe à gauche de l'hôtel la Concorde. Hôtel Concorde. Et même au niveau de la nouvelle voie en construction, au niveau de l'hôpital de Kégué, on avait mis une motopompe à côté qui pompait l'eau de caniveau pour que ça ne monte pas, ça ne déborde pas, mais ça a débordé quand même, puisque hier on a... Et la motopompe est rentrée dans l'eau. La motopompe est rentrée, mais on évacuait et ça était sur l'asphalte pour aller de l'autre côté, parce que l'eau qui était rentrée dans le caniveau était stagnante, ça ne bougeait pas. On ne savait pas ce qu'il a bloqué, donc ils ont eu cette ingénieuse idée de faire quelque chose pour que la voie ne soit pas inondée. Alors, c'est pas la première fois qu'on évoque ces cas-là. Alors, ce qui nous fait peur, quand la météo et les services compétents nous disent aujourd'hui que nous aurons de l'eau en abondance, par la pluie bien entendu, le restant de ce mois d'octobre, est-ce qu'il n'y a pas de peur à avoir? Bonjour Ambroise Pondio. Oui, Eric, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que ça vous fait peur tout ça? Oui, moi ça me fait peur. Le Togo n'est pas le seul pays qui subira cela. Vous allez voir que la hausse des températures ces derniers mois aura forcément des conséquences, que ce soit aux États-Unis, dans le nord, est des États-Unis, que ce soit en Asie centrale et mineure, que ce soit en Europe occidentale, voire un peu occidentale. On a vu aussi le cas hier en France. Hein. Oui. Il y a eu 11 morts et puis voilà. La ville de Lyon, en Afrique de l'Est, ils sont complètement inondés avec des eaux très élevées de plus de 1,50 m. Et avec ces cyclones, ces ouragans que nous voyons. Alors, la question ici, alors que faisons-nous pour prévenir tout ça? Non, malheureusement, l'Afrique. Parce qu'on ne pourra pas empêcher l'eau ou la pluie de tomber. Non, personne n'empêche l'eau. L'eau, le feu et l'air, personne ne les empêche. L'eau de surcroît, vous pouvez empêcher l'eau, il doit passer. Actuellement, les eaux de pluie qui tombent dans la région ouest africaine, précisément à Lomé, ont des lourdes conséquences sur le quotidien social des habitants. Vous allez voir même la voie que vous empruntez habituellement, vous allez remarquer que les voies sont complètement déchirées. Oui. Vous êtes obligé de contourner par des contournements pour arriver au boulot. Et plusieurs murs sont tombés la dernière fois à Logoté. Vous allez voir le travail qui est en train d'être fait actuellement au niveau du replâtrage de notre voie Ségbé, au niveau de Logoté, quelque part là, il y a des gens même ont fait les caniveaux, mais ceux qui sont venus travailler ont détruit le caniveau. Ils ne veulent plus refaire le caniveau. Ça, c'est un autre problème au niveau de Logoté. Maintenant, dans un contexte général, les États africains sont faibles à affronter ces défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Même les États les plus puissants n'arrivent pas à rentrer dans ce jeu-là pour pouvoir bloquer les effets néfastes. Et j'ai peur pour mon pays parce que au-delà de l'érosion côtière qui risque de faire partir la ville d'Anéro d'ici 20 ans, 25 ans, si rien n'est fait, le quotidien des Togolais, surtout ceux qui ont acheté des lots de terrain dans les zones inondables, sera pire. Je connais un quartier toujours dans la zone, un quartier là-bas, où le monsieur, quand il arrive, il ne rentre plus à la maison avec son véhicule. Tout est de la boue. D'abord de l'eau, même après 10 jours après la pluie, la boue reste là. Ce qui veut dire que l'État a une responsabilité
par rapport au foncier, c'est-à-dire par rapport à la question foncière, même si le code est voté la dernière fois. Et les habitants doivent avoir une certaine solidarité d'action dans les quartiers dans lesquels ils habitent. Pour se prendre en charge. Éviter d'enlever le sable sur la voie et gérer les ordures ménagères dans le quartier, c'est-à-dire s'abonner aux sociétés de pré-collecte, aux associations de pré-collecte. Éviter de mettre les barrages dans les routes, sur les routes, parce que nous ne voulons pas que tel véhicule passe au devanture de notre maison. Et éviter aussi de jeter des eaux usées partout comme ça. C'est le civisme qui doit dominer à ce temps-là. Très bien. Alors, parce que la peur aujourd'hui, c'est quand on ne nous dit pas qu'on a pris telle mesure. Aujourd'hui, l'autorité semble dire aux citoyens, écoutez, dans la deuxième moitié du mois d'octobre, il y aura des pluies diluviennes en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo. Alors, il y aura aussi de forts risques de survenue d'inondations. Donc, prenez les dispositions. Attention, prenez les dispositions. Bon, du moins, on donne l'information, ce qui est très important, parce qu'il faut apporter l'information partout où l'on a besoin. Parce que il ne faudrait pas surprendre les populations, surtout que nous sommes dans un pays ou bien dans une région où une forte proportion de la population n'est pas suffisamment informée sur les enjeux et tout ce qu'il y a comme catastrophe dans la sous-région. Vous avez bien fait de relever que les services compétents ont parlé de fortes précipitations. Oui. Sur la région, et c'est vrai, c'est par rapport. Oui, bon, quand il y a forte précipitation, forcément, si les ouvrages sont fragiles, c'est que ça va déboucher sur les inondations. Et donc, on dit aux populations de prendre des dispositions, du moins à leur niveau, par rapport à tous ceux qui sont dans les zones marécageuses ou bien dans les zones où c'était dit que c'est des zones inhabitables, mais les gens sont entêtés à aller ériger des bâtisses là-bas. Ah oui, mais que voulez-vous, c'est ça aussi. Mais ailleurs, excusez-moi, la sous-région, vous interrompre, mais ailleurs, peut-être pas en Afrique forcément, mais en Occident, ce qu'on voit sur les médias, c'est que quand il y a de ces genres d'annonces et on sait les zones qui vont être ciblées, en tout cas où il y aura de fortes précipitations et qu'il y a un fort risque d'inondation, mais on dégage des gens. On leur dit, mais écoutez, là où vous êtes là actuellement, quand il y aura pluie, il y aura inondation, on vous évacue. Oui, mais avant d'évacuer, c'est qu'on prend des dispositions en amont. Prenons-nous véritablement? Voilà, c'est le problème. Actuellement, est-ce que vous avez vu l'État ériger des bâtiments ou bien des logements sociaux où, lorsqu'il y aura des inondations et autres, là, on va prendre les sinistrés et aller les recaser? Ce n'est pas encore fait. Même ce qui sert de lieu de recasement des sinistrés à Logopé, mais ce n'est pas encore suffisamment. Sa capacité d'accueil n'est pas assez élevée pour pouvoir prendre toute la population de Zougbédi, par exemple, ou bien. Voilà un cas que vous relevez. Tout à fait. De Zougbédi, oui, bien évidemment. C'est connu des autorités, mais depuis là, personne ne prend des dispositions. Vous comprenez? Donc c'est une question de vision. Nous le disons toujours. La gouvernance ne se fait pas de façon hasardeuse. C'est une question de vision. C'est une question. Non, ce n'est pas de charlatanisme, comme vous le dites. On ne vient pas débiter des discours et les gens applaudissent et c'est fini. Ce n'est pas ça. Il faut avoir vraiment un plan d'action, travailler avec une méthode. Depuis qu'on nous parle de cette inondation, c'est vrai qu'il y a eu des caniveaux qui ont été érigés. Il y a eu des situations qu'ils ont pu sauver, notamment vers Agbalepedo, où il y a eu un grand bassin de rétention d'eau qui a quand même allégé. Le jour où ça va être rempli c'est un autre problème. Ce sera un grand danger. C'est un autre problème. Mais il y a quand même un système d'évacuation qui est fait quand vous passez vers là, en allant jusqu'à la HAC, et ça déborde jusqu'à, on parle de l'Omégan et ça continue. Donc il y a un travail sérieux qui a été fait là-bas et ça vraiment, il faut apprécier et en tout cas, comme on le dit, féliciter tous les acteurs qui ont travaillé sur ce projet parce que ça a été un travail bien fait. Bon, l'autre aspect c'est que je voulais relever seulement que ces derniers temps il y aura de fortes précipitations comme c'est dit et nous avons vu même qu'en France
Oui. Il y a de cela 2 jours, il y a eu de fortes pluies et j'ai eu une camarade même hier. Une camarade, ça fait pratiquement près de 3 jours qu'elle est à la maison parce qu'il pleut et il y a eu inondation jusqu'à 13 morts à côté là-bas. Vous voyez, même en Occident, il y a de ces problèmes d'inondation et ça crée. C'est la capacité de gestion et il faudrait que ce ne soit pas fait de façon hasardeuse, c'est-à-dire qu'une petite pluie comme ça, il y a une inondation, on commence pas à crier au scandale. Ailleurs, quand il pleut, personne ne sait même pas, personne ne sait qu'il pleut, parce que ils ont des égouts, système de Ghana par exemple, à Abidjan, vous allez voir, ils ont érigé des camions à 5 minutes, vous ne voyez plus d'eau. C'est un travail de méthode et que les dirigeants fassent un effort pour avoir, je le dis toujours, rêver grand, parce qu'il ne s'agit pas de faire des rafistolages de petits ouvrages et on se dit qu'on a fait des choses. Il faut rêver grand, c'est-à-dire que bâtir le pays sur un plan futuriste. Oui, bien sûr, ça nécessite de l'argent, mais l'argent qu'on dilapide pour des futilités, l'argent qu'on vole pour aller garnir les comptes. Si on mettait cet argent à contribution, je pense qu'on va construire le pays et le pays serait très joli à voir. Sur le sujet. Oui, il faut dire que le gouvernement a son tort, mais aussi je peux parler du tort de la population. Parce que pour construire, il faut avoir le permis de construire. Avant d'avoir le permis de construire, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat va sur les terrains, sur les zones, et font les études techniques. Nous avons l'étude morphologique pour voir si le terrain, il y a tel type de terrain, ici c'est le sable, ici c'est l'argile, ici tel. Là, quel bâtiment peut-on faire ici, si c'est une zone marécageuse, tout ça. Et c'est après ces études-là qu'on donne l'approbation. Mais nos compatriotes, il y a le terrain dans la zone comment ça se dit, rurale, ils vendent, ils achètent et ils construisent sans ces genres d'études. Et après, quand l'urbanisme va là-bas pour faire on risque de casser les trucs, etc. Moi, je lance un appel à la population. Aujourd'hui, si une zone n'est pas approuvée, il ne faut pas faire des constructions. Seul le ministère... Écoutez, il faut approuver les zones très rapidement. Mais si les études ne sont pas faites, on ne peut pas les approuver. La ville s'agrandit. Pourquoi est-ce qu'on ne fera pas les études? Par exemple, au niveau de Corée, tout ça là, il n'y avait pas eu l'approbation, mais les gens ont commencé par construire. Bon, quand... Ce n'est toujours pas fait? Non, aujourd'hui c'est fait. D'accord. Aujourd'hui c'est fait. Quand vous verrez sur les plaques, dès que vous verrez le numéro D8, vous savez que cette zone-là est approuvée. Et souvent, les gens ont acheté les zones rurales et c'est maintenant que ça rentre dans l'urbanisme, au niveau de l'urbanisation, et avant qu'on ne donne le numéro et l'approbation, il faut que ce service technique-là fasse son travail. Je voulais qu'on place aussi un mot sur une situation qu'on est en train d'observer depuis quelques jours. C'est vrai qu'on l'a pas programmé, mais Joël a souhaité placer un mot là-dessus. À Tchamba, l'autre fois, puis à Kara, depuis hier, des informations circulent sur le fait que, eh bien, il y a un certain groupe d'autodéfense qui continue par terroriser certaines populations. Un responsable de l'Alliance pour le changement, l'ANC de la COSA, à Kara principalement, a été visité ces dernières heures. Il a été copieusement molesté. Ça vous a choqué, Joël? Oui, mais ça ne peut que choquer. Ça ne peut que choquer à ce niveau du débat où notre crise nous échappe. Le Togo aujourd'hui sous la loupe de la communauté internationale qui s'est réunie derrière la CEDEAO. Et on a encore ces pratiques, et comme certains des confrères aiment le qualifier de pratiques moyenâgeuses. Non, mais c'est-à-dire que arrêtons de rire, de même de sourire, mais il faut là, à plus forte raison que le Togo vient d'être reconduit au Conseil, au Conseil des droits de l'homme. Moi je dis en fait c'est une cote qu'on a mis au cou de notre pays, au lieu d'applaudir, au lieu de se réjouir, c'est une cote qu'on a mis au cou de notre pays. Et voilà, les premiers jours qui suivent, voilà ce qu'on fait. Il faut à un moment donné que le pouvoir prenne ses responsabilités pour contrôler ces activistes ces activistes-là qui l'entretenaient hier et qui n'arrivent plus aujourd'hui à contrôler. Il faut que le pouvoir, à un moment donné,
La sécurité dans nos quartiers, dans nos villes aujourd'hui semble être échappe finalement à l'autorité. Oui, mais non seulement ça échappe, mais ça augure de sérieuses inquiétudes sur l'avenir. Parce que quand le PNP parle, on a parlé du cas du PNP à Tchamba. À Mango, c'est des réunions, selon la cellule locale du PNP, c'est des réunions qui se tiennent pour fomenter des coups et mettre sur la tête du PNP. C'est-à-dire des milices qui sont mobilisés et pour commettre des forfaits et on met sur la tête du PNP. Hier, c'était à Sokodé. Qu'on moleste des citoyens, des responsables, des militants des partis politiques. Mais on en est où? Est-ce que ceux-là qui avaient très tôt crié, au début de la crise, ceux-là qui avaient très tôt crié sur les antennes que si le Togo brûle, on brûlera tous dedans, est-ce qu'ils passent maintenant au déploiement de leur plan? Est-ce qu'ils sont en train de passer au déploiement de leur plan? Parce que du côté de l'opposition, on a jusque-là crié à l'hécatombe, mais on n'a pas encore crié à la violence, etc. Eh bien, c'est du côté de ceux-là qui ont crié très tôt à la violence, c'est eux qui commencent, c'est de leur camp qu'on nous rapporte des informations faisant état de... On ne sait pas encore à qui appartiennent véritablement ces groupes d'autodéfense. Justement. Il va falloir être très prudent sur ces informations. Oui, mais si justement, jusque-là, le parti n'a pas encore démenti. On t'accuse de quelque chose. C'est en cela on se demande, mais bon, si UNIR fonctionne encore, si UNIR... Les forces pèsent sur des jeunes d'UNIR qui justement, sont regroupés en un groupe d'autodéfense. Effectivement. Pour molester les citoyens. Effectivement, il faut que le parti au pouvoir donne sa version. Ambrose Pondio. Oui, non, les gens se sont réclamés la paternité de ces groupes d'autodéfense. Christophe Tchao l'a dit, c'est nos jeunes. Oui, ça c'était c'était à Lomé. Donc je m'en tiens à ça. Et c'est la même personne qui avait dit... C'est la même personne qui avait dit que... si le Togo brûle, nous brûlons tous avec. Je ne sais pas si nous tendons vers l'incendie du Togo ou je ne sais pas. Ce qui est dramatique, je ne crois pas que, contrairement à ce que Joël a dit, que ces jeunes, ces milices échappent au contrôle du pouvoir. Je suis désolé. Je l'ai toujours dit qu'il y a deux pôles de décision au niveau du pouvoir de Lomé. Il y a des gens qui sont là à jouer aux légalistes. Il y a d'autres qui contournent ce légalisme-là et vont dans les dérapages, dans les tueries, dans les comportements que tout le monde sait. C'est les mêmes personnes, ces seconds-là, qui envoient des véhicules sans immatriculation, banalisés, souvent des 4x4 blancs, tout ça là, pour aller prendre des gens notamment et faire autre chose. Je suivais un audio tout à l'heure à Tikodi quelque part, où on vient prendre des jeunes à 1h du matin, demandant les cartes d'électeurs. Ah oui? Ça fait une semaine, oui. Je viens de voir. Et c'est un journaliste qui posait la question aux jeunes qui répondaient. On vient faire des rafles, on les amène, le lendemain matin, on les ramène. Donc c'est pour... Moi je dis tout simplement que la population doit prendre son calme et doit rester sereine. Parce que tous ces régimes se comportent comme des régimes staliniens, fascistes, à la Franco, finissent toujours par tomber. Et je sais que ces gens de régime vont tomber. Ce qui est important... Ça fait plus de 10 mois que vous dites la même chose. Hein. Oui, je le répète parce que beaucoup ne le croient pas. Quand ça va comme ça veut dire que les choses sont tellement au niveau du cou. Et ils sont obligés de pousser le bouchon pour révéler réellement leur véritable identité. Les Togolais le savent. Le Togolais n'est pas un dieu pour ne pas voir ce qui se passe. Des fois, hier j'ai vu un ami qui est dans le parti uni qui m'envoie une vidéo avec un djihadiste qui parle, quelqu'un qui est habillé en djihadiste qui parle levé. Je lui ai dit que jamais ne m'envoie plus ces genre d'images. Parce que c'est des plans aussi qui sont concoctés, probablement. Et je lui ai dit, quand les gens vont hasarder à rentrer dedans, eux-mêmes ils ne s'en sortiront pas. Allez au Burkina voir ce qui se passe. 12 gendarmes tués, 15 gendarmes. Ils pensent que quand ils vont rentrer dans ça, ils vont s'en sortir. Non. Donc c'est pour vous dire que les gens ont des bizarreries dans leur tête. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils sont prêts à tout. Très bien. C'est ça, la vérité. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Fioclou et à Tcha sur le même sujet, si vous souhaitez bien prendre la parole, on va marquer une pause publicitaire. On se retrouve dans 1 minute et demie. Retour en studio avec les confrères pour la suite de Taxi Press. On évoquait tout à l'heure ces bastonnages à mort par endroit à l'intérieur du pays. On a évoqué le cas de Tchamba, à Sokodé, Joël l'a évoqué, et puis à Akara, où un jeune responsable donc de la COSA de l'ANC
a été visité ces dernières heures, copieusement laissé pour mort même. Il semble que sa vie il est entre la vie et la mort aujourd'hui. Fioclo Adanglenou, est-ce que ce sont des comportements finalement qui vont raviver la tension dans des localités à l'intérieur du pays, au moment où le pays s'apprête à organiser l'opération d'enrôlement dans la zone 2? Notre loi fondamentale que nous appelons la Constitution nous confère certains droits. Et par la suite, la loi qui régit les activités des partis politiques, c'est la loi 91-04 du 12 avril 91, qui permet à des associations ou bien des groupements politiques d'exercer librement leur activité politique. Donc, en partant de ces deux éléments, moi je ne vois pas pourquoi on doit empêcher ou bien on doit contraindre quelqu'un qui est dans ses droits de procéder à des activités politiques. Il est vrai que dans toute société, il y a des dérapages que nous appelons par moment des éléments ou bien des agents incontrôlés. Mais s'il y a des éléments incontrôlés, c'est qu'il y a des donneurs d'ordre. C'est que quelqu'un a donné l'ordre d'eux. Oui. Parce que pour tout projet, il y a les concepteurs et les logisticiens, c'est-à-dire ceux-là qui donnent les logistiques et ceux-là qui exécutent. Donc, si on en arrive là, c'est que ce n'est pas bien. Nous sommes tous des Togolais, nous devons nous respecter. L'exercice politique est autorisé sur toute l'étendue du territoire. Donc, aller battre quelqu'un dans sa maison compte tenu de sa position politique, moi je condamne. Et on passe à notre sujet. Non, il faut dire que c'est une situation préoccupante parce que nous avons remarqué que tout ce que les uns et les autres chantent dans le pays, la paix, le vivre ensemble, nous sommes des frères, nous devons vivre ensemble. Ça devient vraiment un discours creux parce que apparemment c'est du bout des lèvres. Et donc il faut faire un effort pour sensibiliser les militants de chaque parti politique. C'est de la responsabilité des leaders politiques, des formations politiques, de sensibiliser leurs militants sur la consolidation de la paix, parce que nous sommes dans une période très sensible et si on ne sait pas faire, on risque d'aller vers un dérapage et ce serait très regrettable pour notre pays. Personne ne voudrait qu'on rentre dans une zone de turbulence ou bien dans une situation d'anarchie. Il faudrait faire un effort pour sensibiliser les gens. Je pense que c'est ce que nous allons lancer comme message à tous nos compatriotes. Faisons un effort pour nous départir des comportements préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale. Très bien. Et ça nous amène à parler de la politique maintenant, beaucoup plus avec l'opération de recensement qui démarre dans la zone 2 à partir de demain et 17 pour une semaine selon les informations. Ça démarre véritablement le 17, donc demain. Il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ce blocage qu'on constate encore au niveau de la CENI. Et il y a quelques semaines, le comité de suivi de la CEDEAO a demandé à ce que la représentation au niveau de la CENI soit paritaire, 8 pour le gouvernement, 8 pour la coalition qui devra se charger de désigner ses représentants au niveau de cette CENI. Ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est au courant. Alors, il y a cette forme de blocage de ce processus-là. Comment est-ce qu'il faut finalement s'en sortir, Joël, les gars? Ça devient la même chose depuis des années. Oui, mon frère, sorti du blocage, moi je voudrais mettre devant leur responsabilité les experts de la CEDEAO. Les experts de la CEDEAO qui aujourd'hui, je crois que la réussite du processus a besoin de leur sceau. Comme moi je l'avais dit, est-ce que au sortir de ce que nous faisons aujourd'hui comme recensement, on va laisser le processus continuer. On va laisser le processus continuer jusqu'à cette élection-là que le pouvoir est en train d'organiser unilatéralement. C'est-à-dire que l'unilatéralité à laquelle on assiste aujourd'hui, est-ce que ça, la CEDEAO va le acter comme une résolution de la crise togolaise? Est-ce qu'on va le acter comme une résolution de la crise togolaise? Parce que, je dis, dans ce cas, la crise
perturbant. Oui, justement, c'est-à-dire que la CEDEAO n'a qu'à se voir dans son miroir. Se dire, ce pays avait eu des problèmes en 2005, on nous a appelés. Mais le replâtrage qu'on a, enfin, la solution qu'on a trouvée, c'est d'abord de calmer un peu les choses et d'arriver à l'accord politique global de 2006. Mais est-ce que l'accord politique global a permis de sortir le Togo de la crise, de mettre le Togo dans le même statut que les autres pays de la sous-région qui se sont conformés au protocole au protocole additionnel de bonne gouvernance de la CEDEAO? Ça n'a pas pu apporter la réponse. Le Togo est retombé encore dans une nouvelle crise depuis 2017. On nous a appelés. Mais aujourd'hui, tel que le processus se déroule, j'espère que ces experts sont actuellement en train de le suivre, ou qu'ils suivent suffisamment les débats que nous faisons. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que les choses se déroulent, ça permet de sortir le Togo de la crise, où on n'a rien à foutre, on laisse le Togo dans la crise? Et quels sont les acteurs qui étaient là en 2005? Est-ce que les mêmes acteurs sont toujours là? Et qu'est-ce qui fait que la crise demeure? Maintenant, si la crise, on va voir pourquoi la crise demeure, mais interrogeons ces acteurs-là qui font que la crise demeure. Oui. Quand je parle des acteurs, parlons en fait d'entités. Quelles sont les entités qui étaient là en 2005? Voilà les éléments, merci de m'avoir passé le mot, les éléments de crise. Est-ce que les éléments de crise sont toujours là? Donc, cela amène à tirer clairement la conclusion, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de ces vuvuzela qu'on instille sur les réseaux sociaux pour dire non, ici nous, je voudrais même profiter pour ou bien bon, je permets aux autres d'intervenir d'abord. Je vais revenir sur le cas de cet acteur-là qui vient de mettre quelque chose sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, je vais revenir là-dessus. D'accord, très bien. Souvenez-vous et revenez-nous là-dessus. Fioclo Adangle-nous, quoi faire aujourd'hui pour sortir, pour mettre fin à ce blocage permanent? Je posais la question aux auditeurs ce matin parce que le sujet devenait quand même harassant. C'est la même musique depuis des années. Vous savez, la dernière intervention de la CEDEAO partant de la feuille de route a donné du moins un sourire aux Togolais. Oui, bien sûr. Et nous avons dit dans ce studio que ça devait aller une fois pour de bon. Mais malheureusement, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, je pense que la classe politique elle-même n'a pas cette volonté de faire évoluer le pays. Je parle des gouvernants comme ceux de l'opposition. Puisque le problème se trouve entre les deux. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver une solution à la CENI ou bien on n'arrive pas à trouver une solution dans tout ce qui se fait, le minimum est déjà fait. Le fait de trouver 8-8, il n'y a plus à discuter. Il n'y a plus à discuter. Ça veut dire que ceux qui y sont, ils sortent et les nouveaux, ils rentrent tout simplement. Tout simplement, c'est tout. Pourquoi ça? Pourquoi certains sont sortis et d'autres ne veulent pas sortir? C'est là le problème. Pourquoi? Aux élections de 2013, oui, le nombre de députés que le FC a eu par rapport à l'effectif au temps où les ténors de l'ANC étaient dans ce parti est là. L'UFC aujourd'hui pèse combien en dehors de son chef charismatique qui entre-temps était à 100%. Aujourd'hui, l'UFC, son chef ne pèse même plus 25%. Il semble qu'il pèse 200 millions chaque année. Bon, oui, on aura le temps de venir là-dessus. Ça, c'est un accord secret. Moi, ce qui se passe à la CENI aujourd'hui prouve effectivement que la classe politique elle-même ne veut pas que ça évolue parce que on peut supposer que la politique au Togo devient du business. Oui. Parce que l'argent circule. On va revenir sur cette question précise puisque nous avons programmé cela au débat, partant donc des révélations ce matin du confrère l'Alternative qui nous a choqué un peu parce qu'on était dans le secret des dieux. Mais bien sûr, la question de solution pour ce blocage permanent au niveau de la politique togolaise. Qu'est-ce que vous en dites, Acha? Non, nous disons que les partis politiques ou bien les leaders politiques s'accrochent à leurs petits intérêts. L'intérêt général n'est pas à proprement parler visé dans leurs approches et dans leurs actions.
Parce que quand vous voyez un peu, la CEDEAO est venue en sauveteur et la CEDEAO a essayé de donner des recommandations. Si nous suivons ces recommandations, nous allons sortir de la crise, nous allons aller vers un processus de normalisation. Mais les acteurs politiques, chacun se cramponne sur ses intérêts et chacun tire le drap vers son côté et finalement on se rend compte que ce n'est pas à proprement parler l'intérêt des populations qu'on vise. Et les gens nous diront que la politique c'est une question d'intérêt, mais il y a aussi ce que nous appelons le bon sens en politique, il y a aussi la morale, l'éthique. Et quand vous travaillez et surtout quand dans vos programmes vous parlez de l'avenir de la nation, du bien-être des populations et tout ça là, il faudrait aussi que vos propos soient en adéquation avec tout ce que vous faites sur le terrain. C'est ce que nous avez le sentiment que de tous les côtés, on ne fait pas suffisamment d'efforts pour évoluer. Bien sûr, de tous les côtés. Ce n'est pas un seul côté. Que ce soit du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition, on a un objectif qu'on appelle un intérêt particulier qu'on vise. Du côté du pouvoir, on veut être toujours au contrôle de l'État, à la commande et voir éventuellement comment damer le pion à son opposition. Du côté de l'opposition, tout ce qui peut faire évoluer le pays, ce n'est pas proprement parler leur idée. Pour eux, c'est qu'ils sont en lutte contre ce pouvoir. Il faut défaire ce pouvoir, il faut mettre ce pouvoir à genoux et prendre le contrôle du pays. Et éventuellement, si on a un programme, on va le dérouler. Donc, c'est des deux côtés, c'est ce qui se passe. Mais quand vous voyez un peu la façon dont la population se comporte, c'est que la population a le sentiment d'être pris en otage par les deux bords. Et là, vraiment, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Et par rapport aux élections, ce qui se passe, le recensement et tout ça là, oui. Je suis vraiment surpris par l'attitude des Togolais en général et surtout des leaders, parce que c'est dit que le processus doit être conduit dans une démarche consensuelle. Oui. Et quand vous les suivez, tout le monde parle de consensus, tout le monde parle de consensus, d'aller mettre dans la main, il faut œuvrer pour la bonne marche de la République. Mais ce qu'ils font, mais sincèrement, on ne voit pas ce consensus. Et je sais que quand on parle de consensus, ceux qui doivent mettre beaucoup dans la balance, c'est le pouvoir. Donc il faudrait que le pouvoir aussi fasse un effort pour aller vers le consensus. Alors aujourd'hui, quand on voit clairement la chose, en tout cas, ce qui est la face visible de l'iceberg, le pouvoir n'a rien à voir avec cette affaire de CENI. Il s'agira pour l'UFC de partir et que les autres partis de la coalition puissent quand même regagner la CENI. Alors, quelle partition le pouvoir joue là-dedans? Non, quand nous parlons de la CENI, quand nous parlons de la CENI, oui. C'est que si le pouvoir, surtout ceux qui ont représenté le gouvernement oui. au niveau du dialogue, il y avait le ministre Boukwesi. Oui. Ouais, le ministre on l'attend moins depuis. Peut se prononcer là-dessus sur cette crise. Il a fait une interview où il a dit cette affaire ne concerne que l'UFC et la coalition, ça ne les regarde pas. Oui, c'est une interprétation, mais non, c'est ce qu'il a dit. J'ai suivi l'interview. D'accord. Maintenant, s'il doit agir en tant qu'homme d'État, en tant que ministre du gouvernement, il doit savoir que lorsqu'ils sont allés à ce dialogue, les termes du dialogue ont été clairs. On a dit les parties prenantes, les deux parties ont décidé d'envoyer 8, ça veut dire que créer une CENI paritaire. Oui. Actuellement, là où nous sommes, on sait les deux parties prenantes du dialogue. C'est le parti au pouvoir et la C14. Oui. Mais autre parti, qu'il soit parlementaire, extra-parlementaire ou bien un parti charismatique ou bien précambrien, ne fait pas partie de ces deux entités qu'on a bien nommées dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux de la CEDEAO. Il faut que les choses soient claires. Et il revient au ministre Boukwesi de signifier aux gens que la CENI qu'on veut créer maintenant, la CENI paritaire là, est une CENI nouvelle version. Et que ça doit respecter ce qui a été dit. Donc, vous voulez dire que le gouvernement aussi ne joue pas franc jeu dans cette affaire. Le gouvernement peut se prononcer là-dessus. Se prononcer et recadrer les choses. Très bien. Nous donnons la parole à Brosse maintenant, puisqu'on n'a pas encore pris la parole là-dessus. Non, c'est-à-dire que le débat là même n'a même pas lieu d'être. Tout simplement, c'est clair que c'est des gens qui jouent faux fuyants. Même il semble que dans la salle, la chose a été expliquée à M. Bahara par M. Thibault de la Guinée Conakry. Parce que la question a été posée. La question qui est traitée, c'est entre les deux parties protagonistes du dialogue, la C14 et le parti au pouvoir. Le jeu du pouvoir, ce que moi j'ai compris dans ce jeu, au niveau de la rétention ou du maintien du monsieur de l'UFC à la CENI,
et je fais pas la présidence de l'Assemblée, parce qu'en principe, le président de l'Assemblée devait recevoir la liste de ceux qui ont été envoyés par la C14. Oui. Ce qui n'a pas été fait. Donc, qui joue le jeu? C'est le pouvoir qui joue le jeu à travers le président de l'Assemblée. Ça, c'est un. De deux, je crois fondamentalement que la réalité même, quand par exemple, on vous dit, l'UFC vous dit qu'il doit être dédommagé, c'est un autre aspect de ce maintien. Dédommager d'abord. Où est-ce qu'ils ont dit ça? On a appris ça sur les réseaux sociaux et partout, comme quoi ils souhaiteraient être dédommagés. Mais il n'y a pas encore, il n'y a pas une voix officielle là-dessus. Oui, il n'y a aucun document signé qui le confirme. C'est des choses qui ne se disent pas sur des papiers signés officiels. Mais qui sont des réalités. Pour dire que j'écoutais une dame sur une radio hier qui disait tous ceux qui sont tombés sur les balles de ce régime, depuis le belle lurette, à cause de J.K. Olympio de l'UFC. Si c'est les familles de ces gens-là veulent réclamer les dommages et intérêts, est-ce que l'UFC peut payer ça? Quand j'ai écouté, j'ai dit, voilà les Togolais intelligents, c'est une dame qui parle. Mais à cause de vos millions de petits intérêts de ventre, vous pensez à aller à des dommages et intérêts. Alors, tant pis et tant mieux. Je veux qu'on revienne à la question que je pose. Oui. Comment est-ce qu'il faut sortir de ce bordel? Pour sortir de ce bordel, c'est la CEDEAO qui doit régenter les gens. Les gens veulent, et je vous dis que cette élection de 20 décembre là, tout ce qu'ils font là, ça va, c'est un rouleau compresseur. Ça va se retourner contre cette date là même. Parce que les réformes qu'on vous a demandées sur la feuille de route, ils n'ont même pas encore touché une seule de ces réformes. Ni la réforme constitutionnelle, ni les réformes institutionnelles. Ils sont là, à jouer aux intelligents. Et quand la troisième réunion du comité de suivi viendra pour constater, surtout avec certains qui sont directs, les Tibou et autres sont directs dans ce schéma-là. Malheureusement, je regrette qu'ils ne soient pas là chaque 2 semaines pour voir les conneries. Ils ont fouetté quand même, ils ne sont pas trop. Oui, ils viendront. Quand ils vont revenir, ils vont constater, bon, ce qu'on s'est dit au cours de la deuxième réunion là, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Pire, les gens sont en train de bloquer. Ils veulent juste aller de l'avant, laisser ces histoires de la CENI là. Nous, il faut que le recensement se fasse dans la deuxième zone pour que les gens, une personne puisse avoir plus de 10 cartes, par exemple. Et ensuite, nous, on a déjà gagné une partie de la fraude qu'on devait organiser très prochainement. Ça, c'est vous qui le dites, Ambroise. C'est une remarque que je fais. Mais c'est beaucoup plus vu de l'esprit. Non, rien n'est vu de l'esprit. Boba Kitani avait gagné les élections dans ce pays. J.K. avait gagné les élections en 98. On sait comment le monsieur Memen est allé monter au micro pour annoncer la victoire directement. Tout le monde le sait dans ce pays. Et les rapports des journaux français ont sorti ça. Donc aujourd'hui, moi je pense que le pouvoir a intérêt à solder les comptes. Aller recomposer la CENI 8-8 jusqu'au démembrement, jusqu'aux sous-commissions pour reprendre les choses réellement. Alors, au lieu de jouer au faux est-ce qu'on est dans la logique, écoutez, on maintient le blocage, on organise les élections, non pas les élections, le recensement dans la zone 2, lorsqu'on aura tout fini, bon, ils peuvent revenir à la CENI et on continue le processus. Est-ce que ça marchera un petit peu comme cela, Fioklou? Non, je crois que c'est à moi la parole. Non, je vous donne la parole. C'est Eric qui donne la parole. Allez-y, Fioklou. Petit frère, c'est Eric qui donne la parole. Allez-y, Fioklou. La parole me revient au droit, j'avais non, il n'y a rien de droit ici, excusez-moi. Je suis seul maître à bord. Allez-y. Voilà. Il est dit, selon la feuille de route, que tout ce qui se fera doit être fait d'une façon inclusive. C'est-à-dire que les deux parties doivent s'y mettre. Oui. Mais aujourd'hui, on constate que il n'y a qu'une seule partie qui pilote le projet de recensement et que le seul événement qu'on peut prendre comme acceptable est le problème de la CENI qui s'est posé. En principe, les 3 qui ont prêté serment. Non, ils n'ont pas prêté serment. Ils ont été élus. Les 3 qui ont été ils ont refusé de prêter serment tant que les 5 ne viennent pas les en principe, on devait élire les 8 en même temps. Et là, on saura qu'il y a une évolution. Parce que l'incidence première de cette élection à l'Assemblée, c'est que la C14 aura ses démembrements jusqu'aux commissions et aux sous-commissions. Oui. Mais aujourd'hui, tel n'a pas été le cas. Donc il y a un problème. Oui. Joël, maintenant. Oui, ça veut dire que il faut avoir une lecture. Moi, je voudrais juste faire appel. Je voudrais profiter pour donner indirectement une réponse au ministre Bawara qui aime souvent dire que
la CEDEAO ne fait pas ses prestations comme cela. Et que, c'est-à-dire qu'il y a toujours une logique. Une logique par rapport aux documents, aux instruments de l'institution sous-régionale, etc., etc. Donc, au nom de cette logique, qui a instillé la crise? Qui a soulevé la crise? C'est la C14. Donc, c'est fidèle à cette logique-là, dont le ministre Bawara parle, que la C14 autour de la table n'a pas invité les comédiens. Non, qu'est-ce que vous appelez des comédiens? Non, ça veut dire que la CEDEAO n'a pas invité les autres. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une évolution dans les termes de la CEDEAO. La CEDEAO, aujourd'hui, parle de l'opposition en parlant de la C14. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on est d'accord? Mais l'opposition ne se réduit pas à la oui, C14. mais aujourd'hui, pour la C14, pour la CEDEAO, quand vous résolvez les problèmes que pose la C14, ça leur permet quand même de ne plus revenir sur le cas Togo, dire qu'est-ce qu'il y a. Parce que ce que la C14 réclame n'est pas étranger de ce que la CEDEAO avait fait, qui était un service minimum. La non-application de l'APG. En tantôt, tu parlais on parlait de comment faire pour sortir le Togo de la crise, tout ça. C'est-à-dire que si l'APG avait été avait été exécutée, ne serait-ce que les réformes, si UNIR même avait pris sa responsabilité d'opérer les réformes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sont conséquents. Parce que déjà en septembre 2013, au lendemain de l'élection des législatives, nous avons publié que non, on s'achemine vers un référendum constitutionnel. Parce que quand nous avons vu, tel que UNIR s'est débattu pour s'arroger au moins 62 députés qui lui accordent 2/3 du Parlement, on s'est dit non, ils savent très bien qu'il y a des réformes constitutionnelles qui sont en souffrance. Donc, pour ne pas avoir besoin de l'opposition pour faire ces réformes constitutionnelles, ils se sont au moins octroyé le nombre de députés nécessaires pour faire ces réformes-là au Parlement et maintenant ouvrir la voie à un référendum. Mais cela n'a pas été fait. Moi, je me suis dit que non, au moins en 2014, ils allaient saisir l'occasion. Même quand l'ANC refuse de voter leur loi qu'ils ont introduite. À la veille de la présidentielle. Voilà, à la veille de la présidentielle. Ils allaient saisir l'occasion pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait que la crise est revenue aujourd'hui. Donc, ce que la C14 réclame n'est pas différent de ce que la CEDEAO avait souhaité. La CEDEAO et les partenaires avaient souhaité déjà en 2006 en faisant signer l'APG. Bon, maintenant, quand on parle de blocage au niveau de la CENI, comme Fiokou l'avait dit, moi je l'avais dit déjà sur d'autres radios la semaine dernière, mais qui sont les acteurs en présence? C'est UNIR, enfin le pouvoir, et la C14. Et les partenaires, chaque fois, parlent de l'inclusivité. C'est-à-dire que le baromètre qui permettra de mesurer si la crise est résolue ou pas, c'est l'inclusivité. Et quand le ministre Bawara dit souvent, il a souvent l'habitude de dire qu'on va pas contraindre, il n'y a pas de loi qui contraint quelqu'un à participer, à prendre part à ce qui se fait, mais moi je dis, mais il y a la loi, cette loi est de fait, on oblige le pouvoir à faire tout pour que son vis-à-vis, qui est en crise avec qui est l'autre interlocuteur, participe. Donc s'il ne participe pas, soyons d'accord que toi-même dans une autocorrection de ta copie, tu dois te dire non, cette copie la source de quelque chose, il faut tout faire pour que l'autre participe. Donc cela dit, c'est le pouvoir qui est partie prenante autour de la table, donc c'est lui qui doit tout faire pour que l'UFC sorte. Et le pouvoir a aujourd'hui les moyens de faire sortir l'UFC de la CENI. Si on demande que l'élection soit faite, enfin l'élection des nouveaux membres soit faite par consensus, mais à défaut du consensus, qu'est-ce qu'on fait? On passe au vote et unir à la majorité aujourd'hui pour dire ok, si on t'a dorloté, on te demande de sortir, tu refuses, mais UFC, nous on va voter pour te faire sortir. Et le Parlement vote pour faire sortir l'UFC. Bon, en tout cas, la règle, mais n'oublie pas aussi qu'il y a un accord qui dit l'UFC au parti. On va revenir sur l'accord là tout à l'heure. Non, attendez, on va revenir sur l'accord. L'accord le lit que UNIR et l'UFC, donc UNIR est libre de dénoncer l'accord. Joël, UNIR peut dénoncer l'accord. Nous reviendrons tout à l'heure. D'être partenaire politique. Est-ce que non, je réponds. Est-ce que l'accord prime? Je vais reprendre la parole. Je vous reprendrai la parole parce que je vous la donnerai. Merci beaucoup. Calmez-vous, on va y aller quand même. Je donne la parole maintenant à Tcha Ibrahim. Non, ce qui se passe actuellement par rapport à la crise à la CENI, moi je pense que c'est l'UFC qui ne veut pas s'assumer. Quand il dit s'assumer, Gilles Christ Olympio a eu à faire une déclaration tapageuse dans ce pays en disant que Faure Gnassingbé ne devrait pas se présenter en 2020 pour donner la chance
au pays d'évoluer pour donner la chance au Togo de renouer avec les valeurs de consensus, de cohésion nationale et de progrès. Il a eu à le dire. Oui, par rapport à on en a commenté. Oui. Et nous avons dit que c'est une déclaration qui vient de lui. Si c'est au crépuscule de sa vie qu'il retrouve raison, ou bien il commence par faire de ses réflexions, c'est tant mieux. Mais c'est qu'il a mis du temps à comprendre les réalités dans le pays. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation où il y a un blocage. Et ce blocage, justement, ne permet pas à ce que le processus de normalisation puisse évoluer. S'ils sont conséquents envers eux-mêmes, l'UFC, je parle de l'UFC, si Jirkis Olympio s'assume et est cohérent dans sa démarche, ils doivent savoir que pour l'intérêt de ce même pays, ils doivent quitter la CENI et ne plus constituer un blocage pour que le processus se déroule normalement. On s'investit véritablement quand on va lorgner du côté du pouvoir. On ne s'investit pas véritablement pour régler ce petit problème et évoluer. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à une autre crise? Non, bien évidemment. La crise est déjà là parce que actuellement, la CENI dont nous parlons, ça ne marche pas. Et de deux, l'autre, c'est que si le processus est conduit tel que nous le voyons actuellement, demain, le recensement dans la partie 2 va commencer. Ça va aller jusqu'à terme et finalement c'est qu'il y aura une importante catégorie de la population qui ne va pas prendre part au processus électoral. Et là c'est grave pour le pays, ce n'est pas bien qu'on laisse sur le carreau une importante frange de la population qui ne va pas aller au processus. En dehors de ça aussi, l'autre question c'est que même s'il y a élection, c'est que vous comprendrez que l'autre parti, l'autre camp, je parle de l'opposition, ne va pas prendre part à ces élections. Et là, on aura ce que nous avons eu en 1999. En 1989, on parlait d'un parlement monocolore et autres là, et finalement on a vu que ce parlement n'a pas pu faire évoluer les choses. Et Adema, en son temps, s'est rendu compte que avec ce parlement monocolore et dans des termes plus sévères, on parlait de députés moutons. Ces gens-là n'ont pas pu aider Adema. Et Adema est obligé de revenir prendre un accord avec les 22 engagements avec l'Union européenne et progressivement les choses se sont normalisées. En 2005, il y a eu aussi la crise. Vous comprenez? Et Fort était obligé d'aller vers la PG. Donc, je pense que la sagesse, voilà, c'est ça. La sagesse recommande qu'on fasse bien les choses. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Nous marquons la pause pour les annonceurs. Bon, une pause publicitaire, 1 minute 30, on se retrouve pour la suite de l'émission. 93. Dernière partie de Taxi Presse avec Fioklo Adanglenou, Acha Ibrahim, Joël Ega et Ambroise Pondio. On rétablit la liaison avec la rédaction de Taxi FM pour retrouver Gilles Magba aux commandes de Taxi Midi. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Quel est le menu de Taxi Midi? Alors, dans Taxi Midi, nous parlons de la journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée ce mardi, et donc les actions qui sont menées pour une fin zéro d'ici 2030. Au menu de l'actualité également, la deuxième édition des universités du 3e âge, c'est à partir de demain 17 octobre jusqu'au 18 octobre, une conférence de presse tenue hier lundi a officiellement lancé cette initiative de l'INAM. Et puis soir, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 de football au programme ce mardi avec l'affiche décisive du groupe D entre la Gambie et le Togo. C'est à Banjul à partir de 16h. Merci beaucoup Gilles Dagba et à tout à l'heure à 12h45 pour Taxi Midi. Retour en studio, Gilles parlait tout à l'heure du match des éperviers cet après-midi à 16h. Les éperviers qui sont à Banjul depuis dimanche dernier pour livrer la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Fioklo, vous avez voulu placer un mot là-dessus au début pour les éperviers? Oui, je peux dire ici que nos jeunes frères qui font partie de l'équipe nationale ne sont pas utilisés comme cela se doit. Parce que depuis un certain temps, moi j'ai constaté que le staff qui encadre les éperviers n'est pas celui-là. L'entraîneur a fait son temps. Depuis qu'il est arrivé en 2016 et sa première conférence de presse, moi je suis là pour qualifier le Togo pour Cameroun 2019. Et aujourd'hui, le rang que nous occupons est là. Non, personne ne connaît l'avenir. L'entraîneur Claude Leroy n'a jamais aligné une même équipe deux fois.
moi je ne vois pas ce que comment ça se dit, l'équipe, les compartiments, tout ça, ceux-là qui doivent être là ne sont pas là. Moi je préfère qu'on regarde ailleurs. Et en plus de ça, avant de gagner, il faut une communion. Le ministère, la fédération, le staff et les joueurs ne sont pas en communion. Il n'y a pas l'harmonie. Comment est-ce que cette équipe-là peut gagner? Il y a des choses à corriger d'abord. Moi, je le dis, j'assume. Oui, vous avez toujours assumé ce que vous dites de toute façon. Je ne sais pas si quelqu'un veut placer un mot là-dessus ou on revient à la Non, moi, je demande qu'on revienne sur le sujet vers la fin de l'émission. On va mieux. Parce que, comme on le dit, en Mina, Mingabwa Fonegnan. J'espère que vous, comme c'est vous qui dirigez l'émission, j'espère que vous aurez le temps pour aborder la question. Non, moi je parle de la politique. La politique. Parce que c'est trop intéressant. Donc j'avais la parole. Non, on va aborder notre sujet. On va rester dans le domaine de la politique et parler finalement de nos politiciens. Le confrère l'Alternative ce matin a sorti un article lié donc à cette guéguerre dont il a connaissance au niveau de UNIR et de l'UFC, parlant des dessous, les dessous d'une évacuation sanitaire de Gilles Christ Olympio. Alors, ce qui nous intéresse dans l'article, c'est, vous avez sorti un mot tout à l'heure, Fioclou, c'est le business qu'est devenu la politique togolaise. On nous fait comprendre, par exemple, que depuis la signature de l'accord entre UNIR et UFC, eh bien, le régime a créé un statut spécial pour Gilles Christ Olympio et son parti. 50 millions chaque trimestre, ça fait 200 millions par an que l'UFC prend depuis 8 ans. Et tout cela en dehors de la grande transaction qui a eu lieu, rappelez-vous, à Saint-Egidio pour le ralliement. En dehors de ces 50 millions, 50 millions chaque trimestre. Chaque trimestre. Alors, il prend des bons de carburant, bons d'essence si vous voulez, des véhicules, des caisses de vin, de champagne. Alors, pendant ce temps, que se passe-t-il dans le pays? Nos hôpitaux, l'éducation, d'où la question ce matin, Ambroise Kondio, on va commencer par vous. La politique au Togo est-elle devenue un business? Non, c'est des businessmen. C'est-à-dire que quand moi j'ai lu l'article, je ne suis pas étonné parce que c'est parce qu'il y a des choses quand vous n'avez pas les pièces sur votre main, vous ne pouvez pas le dire. Quand l'accord a été signé entre G-Christ et le parti au pouvoir, on avait eu des informations sur des milliards qui sont passés par là. Et l'un de mes informateurs, qui n'est pas des moindres, est allé encore plus loin dans cette histoire. Que vous dites que vous avez des opposants, eh bien, ce ne sont pas des opposants. C'est la phrase que ça, je me rappelle, c'est en 2007-2008. Maintenant, quant à ce qui concerne ces 200 millions qui quitteraient les caisses de l'État pour descendre dans les poches des gens de l'UFC, je comprends pourquoi M. Jean-Claude Romao gesticule et résiste à quitter la CENI. Parce que c'est un jeu d'intérêt. Vous comprendrez que quand j'ai lui-même avait annoncé... Mais il peut quitter la CENI et les 200 millions chaque année passeraient toujours. Non, il sait que quand il va quitter la CENI, il est fini. Politiquement et peut-être même moralement, il sera fini. Parce que seules les mouches les suivront et quand ils finiront par quitter la barque. Quand il déclarait à Palimé la dernière fois avec une certaine fierté qu'il a déjà fait 10 ans à la CENI, que j'ai déduit que finalement la CENI c'est une propriété privée, alors que la CENI n'est pas une propriété privée. Donc aujourd'hui, ce pays, je l'ai dit, que quand les gens critiquent ce régime, les gens comprendront que nous, on a bon droit de critiquer ce régime. Ces comportements-là, c'est des comportements de voyous. Quoi? Quel comportement? Donner des millions, débourser l'argent de l'État à donner à un parti politique, alors qu'il y a d'autres partis politiques qui ne répondent même pas à cette bizarre loi qu'ils ont créée concernant les partis politiques de statut de l'opposition. Je me dis, peut-être cet argent-là devait aller à celui qui incarne réellement le chef de file de l'opposition. Mais pourquoi? On parle de beaucoup d'argent là. Est-ce que vous comprenez, Ambroise? C'est pour mettre les gens dans la poche. Le pouvoir a toujours usé de la corruption jusqu'au-delà des frontières pour se maintenir. C'est pourquoi certains peuvent craindre
que ces experts de la CEDEAO, à titre d'exemple, qui sont en train d'arriver, peuvent aussi passer par là. Des Ghanéens sont passés par là, les Nigériennes. Qu'ils succombent. Oui! À tout ça. Tomber dans le piège du pouvoir pour les aider à se maintenir. Coûte que coûte, à tout prix même, au prix du sang, ils sont prêts à tout faire. Non, le sang, on va pas le mettre dedans. Malheureusement, les gens tombent tous les jours dans ce pays. Oui. Ça donc, c'est malheureux. pour dire que l'UFC, la raison qui pousse certains, les Elliot Ohin, et certains de l'UFC qui sont devenus plus uniristes que les gens d'Uni, c'est ces privilèges-là qu'ils ont à gagner dans le parti au pouvoir. Très bien. Oui. Joël, maintenant. Non, je crois que... je vous vois très excité ce matin. Oui, mais là, non seulement les excité sont intéressantes, mais c'est de portée nationale. Nous sommes tributaires de cette nation. Vous êtes un grand citoyen d'État. Oui, mais bon, ça c'est un nom commun qu'on donne à tout le monde. Mais moi je dis, nous sommes tributaires de cette nation. Et moi quand je sors, je vais sortir tout à l'heure, je vais voir ces petits-là de 5-10 ans qui sont dans en kaki. Ils nous demandent, ce qu'ils nous demandent, c'est de leur léguer un pays mieux que ce que nos parents nous ont légué. Et je ne suis pas sûr qu'avec cette allure-là, on va le leur léguer, mais je suis également optimiste. D'accord. Parce que quand tu dis que quand tu demandes si aujourd'hui la politique n'est pas devenue du businessman, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle, on sait qu'il y a beaucoup de tractations. Mais quand on a de ces précisions, ces détails, oui, ces accords secrets, à coups de millions, non mais l'argent public... On te dira que la participation même à la présidentielle de 2015 de certains candidats, je ne donne pas de nom parce que rapidement ils vont te perdre du temps au tribunal. Parce que oui, justement, ils te perdent du temps. C'est du temps perdu, ils te perdent du temps au tribunal. Pendant qu'on sait que on ne crée rien. Ce n'est que ce que eux-mêmes ils ont dealé, notamment qui vient sous le soleil. Et donc, on te dira que la participation d'un leader de l'opposition à 2015 a été monnayée. On le sait. Et que même son statut actuel, tout ça, là, ça fait partie du deal. Hein? Et les gens ont toujours dealé sur le dos du peuple. Mais quand, dans le contexte du Togo, moi je dis, mais que les familles qui ont perdu leurs êtres chers aillent demander à Jésus-Christ, voilà combien tu as monnayé nos enfants, il n'a qu'à leur réparer. Hein? Il n'a qu'à le faire réparation, comme la CVJ essaie de faire une cantate aujourd'hui actuellement. Mais on n'a qu'à le demander. Oui, excuse-moi, Ashkron plutôt. On n'a qu'à le demander à l'UFC. Donc voilà ce pourquoi tu as mis nos enfants dans la rue. Ils ont perdu leur vie, ils ont été amputés, etc. Donc, alors, on a qu'à ceux qui sont là actuellement. On n'a qu'à leur demander. Oui, justement. Non, ça continue. Effectivement. Mais on va pas sur ça, on va pas s'adosser sur ça pour démobiliser en fait. Non. Pour la démobilisation. Voilà. Mais oui, parce que rapidement les gens ont vite fait. Les gens de l'autre camp peuvent récupérer ça facilement et dire voilà, on vous envoie aux abattoirs, mais c'est eux ils prennent de l'argent derrière. Parce que l'enjeu est plus important que ça. Vous voyez aujourd'hui en France, Macron a été élu haut les mains. Oui. Mais vous voyez tout le problème qu'il a pour gouverner. Vous voyez aujourd'hui en Italie, c'est-à-dire que on dit, les analystes politiques disent aujourd'hui que c'est le temps, le populisme a repris. En rose, nous avons vu dans les élections en Allemagne. Mais au-delà du populisme, ça dit que c'est une aspiration des humains à plus de justice. C'est une aspiration des humains à plus de justice. Quand vous reprenez la Respublica de Rousseau, la République, qu'est-ce qui a amené à la mise en place d'une République? Mais quand nous prenons l'esprit des lois de Montesquieu, qu'est-ce qui a amené les hommes à mettre en place les lois? C'est parce que quand les petits intérêts deviennent de gros intérêts, les intérêts s'achoppent, on se dit non, il faut donner force aux lois. Donc quand aujourd'hui on a fait de la politique, en fait du monnayage, etc., ça ne peut plus continuer. Parce que les richesses sont tellement mal réparties que la population demande aujourd'hui que non, qu'on nivelle tous les intérêts et que ceux-là qui ont été toujours brimés s'élèvent. Maintenant, moi je voudrais. Vous finissez assez rapidement. Non, vous avez grugé dans mon temps. Non. Vous avez longtemps grugé dans mon temps. Moi, je voudrais juste revenir pour dire. Vous ne pas ce matin, quand même. Oui, ne me reconnaissez pas. Je voudrais donc revenir pour dire que tout dernièrement, il y a, quand on parle de politique de deal
sur le dos des populations. Mais je dois comprendre que, en fait, ceux que le net mobilise aujourd'hui, Jerry Tama est en train de tirer sur leur dos parce que quand Jerry Tama reprend, excuse-moi, laisse-moi, mais tu as invité le sujet, laisse-moi donner. Oui, mais quand je vois Jerry Tama reprendre aujourd'hui les expressions de Bawara sur les réseaux sociaux, quand il dit que plus rien ne sera comme avant, comme Bawara l'avait dit, avant même la signature, avant même la mise en route de la feuille de route, ben, il nous donne aujourd'hui les preuves que il est un dauphin, un bouffon, un bouffon. Excuse-moi, mais il est un instrument du ministre Bawara, parce que j'ai l'impression qu'il reprend mot à mot comme tel, je ne sais comment, tel une marionnette, les mêmes arguments que le ministre dit. Parce que quand directement met aujourd'hui sur les réseaux parlant de recensement, il dit non, il prend les taux de le pourcentage des électeurs, le pourcentage de la population électorale, au Ghana, etc., dans la sous-région, il chute sur le cas ivoirien où la population électorale est de 17%, il dit non, qu'il n'y a pas de normes pour les populations électorales pour valider une élection. Donc ça veut dire que quel que soit l'effectif qu'on obtiendra au sortir de ce recensement et qu'on ira aux élections, moi je me dis attends. Joël, merci beaucoup. On a compris. Non, mais... Je vous donnerai la parole sur ce qu'on fait sur le sujet. Acha Ibrahim, sur le business finalement qui se joue dans la politique togolaise. Est-ce que ça vous gêne, ça? Bon, heureusement que ce n'est pas de façon officielle que les chiffres sont avancés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de documents de façon explicite qui nous disent que, par exemple, pour l'élection de 2015 dont parlait mon confrère Joël, un candidat a eu à monnaie sa candidature pour accompagner le processus et à la fin la personne allait toucher de l'argent, nous apprenons, hors du pays. Donc c'est des manœuvres, ça existe en politique, c'est monnaie courante. Il parlait même de secret de polichinelle, effectivement ça existe. Et vous savez, surtout ici au Togo, si vous analysez les faits et gestes des acteurs politiques, vous allez voir que les gens s'engagent en politique pour pouvoir qui va leur servir de tremplin pour des business ou bien juste pour se faire de l'argent. La preuve, nous avons des leaders qui ne font rien comme activité, ils ne sont même pas dans le commerce, mais qui vivent aisément, qui roulent dans des bolides. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver ces sous? Il faut comprendre que tout est monnaie en politique, c'est dans la politique qu'ils ont trouvé de l'argent, les accords secrets, les arrangements et tout ça. C'est sur le dos du peuple, bien évidemment. Le peuple, comme on le dit, c'est la population qui leur sert de monnaie d'échange. On dit nous avons telle base ici et que dans tel milieu c'est notre fief. Et quand un acteur politique a besoin des populations ou bien du suffrage de cette base, l'acteur doit nécessairement négocier avec le dépositaire de là. Aujourd'hui, on parle je donne un exemple du député Djemo Oré, qui est bien implanté dans son Mauritanie. Vous comprenez, si en faisant les calculs, un acteur politique trouve que Mauritanie va constituer une zone où il ne pourra pas faire bon score, il peut passer par le député Djimo Oré. J'ai dit il peut, je ne dis pas que ça s'est fait. D'accord, et on négocie et il saura le discours qu'il faut tenir là-bas. C'est pourquoi certaines fois nous trouvons bizarre certains discours de nos acteurs parce que ce n'est pas cohérent avec ce qu'ils ont toujours dit. Donc c'est monnaie courante en politique, mais au-delà de tout, nous demandons à ce que les gens aient à l'esprit que on s'engage pour l'intérêt général, on s'engage pour la cause nationale. Donc il faudrait, au-delà de la politique, faire un effort pour faire évoluer la situation. De l'engagement des hommes politiques, finalement. Non, il y en a qui sont sérieux. Ça, oui, il y en aura forcément. Il y en a très sérieux, qui défendent des convictions. Dans 2 minutes, nous donnerons la parole aux auditeurs. Il est bien vérifié qu'en Afrique, dans mon pays, le Togo, les hauts fonctionnaires, ministres, directeurs de cabinet, directeurs centraux, secrétaires généraux et des sociétés parapubliques sont des serviteurs de l'État. Oui. Ce qui veut dire qu'ils sont à ces postes pour servir le pays. Mais malheureusement, c'est le contraire. Ils se servent d'abord. Parce que nous avons constaté que la politique fait enrichir dans nos pays africains. Et avec leur poste, ils ont des affaires.
et leur manière de vivre certifie ce que je viens de dire. Vous verrez, par exemple, un haut responsable qui construit une grande maison à étage dans un quartier. À côté, il y a des taudis. Oui, mais il n'est pas humanitaire. Je ne peux pas dire ça. Ce que je voudrais dire, que les gens se servent de la politique pour s'enrichir. Or, il faut toujours avoir l'esprit que c'est le peuple d'abord. Ce que vient de dire mon petit frère, que c'est l'intérêt général. Nous avons, dans ce pays, connu un certain laxisme. Et c'est ici, moi, je veux jeter des fleurs au ministre Ayassor, qui, au moins, à partir de 2008, a institué un système pour réformer le ministère de l'économie et des finances. Au moins, il faut reconnaître que c'est lui qui l'a fait. Même s'il y a des détournements, il a pu imposer une certaine structure pour réorganiser l'assainissement des finances publiques. Que c'est à lui qu'il faut jeter. Il a fait à son profit. Il a fait, même s'il est riche, il a fait quelque chose. Et ce qui a fait que les comptables publics sont vérifiés. Dans toutes les administrations, il y a un monsieur nommé du ministère, même l'équipe nationale, les épreuves, à quelqu'un du ministère qui suit les dépenses et autres. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Ce qui veut dire qu'au moins, les gens s'enrichissent, c'est ce que je veux dire, mais le peu qu'il a fait pour l'intérêt général, il faut reconnaître. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter nos auditeurs sur ces questions. Il y a plusieurs réactions. Un premier auditeur déjà. Vous pouvez mettre vos casques, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Monsieur Eric. Oui, quel est votre nom? Monsieur Bertrand. Nous vous écoutons, monsieur Bertrand. Ok. Je voudrais dire que le blocage créé par l'UFC nous saurait en réalité être un blocage si ça n'arrangeait pas le parti uni. Alors, l'UFC n'a aucune force de créer un blocage à l'Assemblée nationale si le parti uni ne donnait pas son accord. Et j'attire votre attention sur le fait que, en réalité, le parti uni ne veut pas aboutir aux réformes. C'est pourquoi il crée ce blocage pour payer une diversion et gagner du temps. C'est une question de bon sens. Mais vous devez orienter le débat de ce sens. Nous ne sommes plus à l'heure où il faut s'amuser avec l'intérêt de la population togolaise. Non. C'est parce que ce blocage arrange le parti uni que ce blocage a été créé. Donc c'est à eux seuls de débloquer ce blocage. D'accord. Maintenant, je voulais aussi attirer votre attention très rapidement, sur un fait. Chaque vendredi, j'essaie de rentrer à la ligne, mais très difficilement. Je n'ai jamais réussi à rentrer. Je voulais vous poser cette question à vous, monsieur Eric. Il y a un journaliste que vous recevez chaque vendredi qui s'appelle Armignon Tchaniao, qui est le président d'une organisation de presse. Oui. Qui fait bonne mémoire. Avec ses prédécesseurs, je pense que quand ils accédaient à ce poste, ils étaient maintenant interdits d'être reçus comme journalistes débattant sur tous les sujets. Mais il n'y a aucun test qui lui interdit tout ça, oui, M. Bertrand. Mais moi, je l'ai observé avec tous les autres présidents de cette institution. Mais lui, il a fait différemment. D'accord, bon. Très bien. J'attire votre attention pour que vous puissiez quand même revoir ce côté-là. Merci beaucoup, M. Bertrand. Une organisation est venue défendre des choses qui ne sont pas bien. Merci beaucoup, on a compris. Nous voudrons quand même que vous réagissez sur les sujets que nous avons débattus jusqu'à présent. Il s'agit pour nous de vous donner la parole pour que vous aussi vous prononcez sur ces mêmes sujets. Alors, il y a un auditeur au bout du fil. Non? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, je veux passer. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Monsieur Ali. Nous vous écoutons, Monsieur Ali. Alors, je veux savoir une chose. Non, pas savoir, mais Monsieur Dumoré, par exemple, était un opposant. Si Dumoré avait peut-être 4 députés, est-ce que quand on a demandé la participation du Parlement,
des députés parlementaires. Est-ce qu'on pourrait prendre ces représentants à l'Assemblée? C'est-à-dire, vous voyez, il serait dans le droit d'envoyer aussi lui ses représentants à la CENI. Parce que s'il avait 4 députés, on sait qu'il est un opposant. Si on critique l'UFC de n'être pas opposant, d'être en deal avec le pouvoir. Si Dimouré avait 4 députés, par exemple, est-ce qu'il pouvait... Théoriquement, non, puisqu'on a dit que l'accord c'est entre les deux partis, entre le gouvernement et la C14, donc théoriquement, non. Cela veut dire que si un jour, quelqu'un aussi crée un soulèvement, et le Parlement n'est pas concerné. Bon, d'accord. Oui, c'est ça. Deuxième chose, quand le juge journaliste lui parle des deals, ils savent, mais ils ne veulent pas aller parce que ça va freiner l'élan de la coalition. Est-ce que c'est bon de critiquer les autres et ne pas parler des autres parce que ça nous arrange? Mais, Monsieur Ali, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Il y a une autre réaction, Luther, qui nous dit, moi je vois que c'est la C14 même qui a donné l'impression à la CEDEAO qu'ils étaient les vrais opposants au Togo, et c'est à base de ça que la CEDEAO a sorti la feuille de route, et voilà là où on en est avec le refus de l'UFC qui refuse de quitter la CENI. C'est juste pour montrer à la CEDEAO que la C14 n'est pas la seule opposition au Togo. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On se porte bien, c'est monsieur? Monsieur Guéry. Très bien, nous vous écoutons, monsieur Guéry. C'est juste pour parler du sujet du jour, mais en résumé, je dirais ceci. Quels que soient les deals qui se passent, quel que soit le cours des choses, des fois, j'écoute les journalistes, certains sont optimistes, d'autres sont pessimistes. Mais à la fin, le peuple triomphera, quel que soit ce qui se passe. Et ça me donne la joie du cœur. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup, M. Guéry. Merci pour cette réaction. Un autre auditeur qui nous dit que si l'UFC et UNIR ont accepté de se mettre ensemble pour gouverner le pays, ils doivent aussi se mettre ensemble à la CENI. Ainsi, on aura le groupe UNIR-UFC et le groupe des 14, nous dit l'auditeur. Un autre au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, téléphone. Nous vous écoutons, monsieur Maglo. Je ne sais pas si je suis dans le sujet. Je voudrais encore parler du blocage causé par l'UFC. Allez-y. Vous avez causé sur ça. Allez-y. Nous vous écoutons, monsieur Maglo. Oui. Parlant de ce blocage, je dirais tout simplement que l'auteur de ce blocage, parce qu'il faut appeler des fois les gens par leur nom, M. Omao, s'est fait manipuler. Ce n'est pas l'UNIR ou le RPT, le parti qui le manipule. Vous savez, des fois, certains régimes ont horreur des hommes de deuxième catégorie. Vous avez lu le livre de Norbert Zongo. Les opposants opportunistes. Je suis sûr même qu'il n'a pas eu la caution de Gilles Christ Olivio. Il est devenu une chauve-souris. Non, c'est pas évident, monsieur Maglo. Excusez-moi, mais vous avez quand même lu, monsieur Maglo? La CENI l'échappe. Monsieur Maglo? Il ne saura où se classer. Ce que je voudrais ajouter, soit il dit qu'il est parlementaire, et à ce titre, il fait partie de l'opposition parlementaire, comme il le réclame. Comme docteur Koué l'a dit, c'est à ce titre qu'il réclame cette place, à part la loi unique là. Alors, s'il fait partie de l'opposition parlementaire, et il n'est pas le seul parlementaire dedans, il y a des gens qui n'ont pas été désignés. Si honnêtement il fait partie de l'opposition, est-ce qu'il aura à refuser si on ne le désigne pas? La question est si simple. D'accord, très bien. Est-ce qu'il va refuser? Parce qu'il y a plein de gens là-bas qu'on n'a pas désignés qui n'ont pas refusé. Alors, c'est ça le problème togolais. C'est un blocage entretenu. Ça profite à l'UNIR, bien sûr. Mais un jour arrivera où l'UNIR va le rejeter parce qu'ils ont toujours peur des opposants opportunistes. D'accord. Bon appétit. Merci beaucoup, M. Maglo. Merci de nous avoir contactés. Il y a un autre auditeur qui nous dit que l'UFC est en train de s'enterrer. Je parie qu'après les législatives, ils n'existeront plus. Autre chose qu'il évoque, c'est Hervé.
Vous félicitez M. Ayassor et pourtant ça n'a pas empêché les vols successifs lors de nos participations aux différentes CAN. Même les milliards qui ont disparu pour la construction des routes. Ce qui m'étonne, c'est le silence du président qu'on dit être un homme d'État, nous dit Hervé. Un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Adodo. Monsieur Adodo, nous vous écoutons. Ok, je voulais aussi intervenir sur le sujet qui intéresse tout le monde. D'abord, premièrement, j'ai voulu dire un mot par rapport à nos éperviers. Un journaliste, bien sûr, disait sur la dernière fois qu'il ne croit pas qu'il y ait un Togolais qui ne voudrait pas que les éperviers réussissent. Moi, je dis que je fais partie de l'un de ces rares Togolais qui dit qu'il vaut mieux que ces éperviers échouent pour qu'on ne nous vole plus hold up, main levée, qu'on n'ait même rien à dire. Donc, si j'échoue, au moins nous allons économiser les peu que nous avons comme sous. D'accord. Maintenant, le deuxième sujet, ou bien la deuxième intervention, c'est sur le cas de l'UFC. Je me demande, est-ce que c'est lui seul qui est un parti parlementaire qui n'a pas été choisi à la CENI? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi les autres partis ne réclament pas que c'est lui qui réclame? Ça veut dire que ce n'est pas avec de belles intentions. C'est tout. Merci beaucoup. D'accord, oui, il faut quand même dire que l'UFC forme l'autre groupe parlementaire à l'Assemblée. Il s'agit de groupes parlementaires. Et c'est pas tous ceux qui sont à l'Assemblée qui ont des groupes parlementaires. Merci beaucoup, monsieur Adodo. Merci de nous avoir appelé. Il y a un autre auditeur qui nous dit que je crois que là où nous sommes actuellement, l'UFC doit accepter d'être éclairé. L'UFC a péché d'avoir signé un quelconque accord avec ce régime. Le régime s'est servi de lui pour gagner du temps. C'est comme l'UFC est devenu une orange. Après l'avoir pressé, on l'a laissé de côté. L'invité doit savoir que c'est cet accord RPT-UNIR qui a fait échec à la libération du pays jusqu'alors. L'UFC doit ou devrait rester donc en opposition, même si le régime décidait de tuer pour le monde, tout le monde, pour qu'il ait l'alternance. C'est mieux que de mettre un pays dans la situation où nous sommes. Dommage, de paisibles populations étaient tuées à cause de l'UFC. Pourquoi se laisser tromper par ce régime? Ce régime se moque de l'UFC. Et en somme, si l'UFC pense que ce régime est sérieux et le considère, il n'a qu'à demander au régime de lui céder une place au niveau de la CENI, comme ils sont devenus des associés, dit l'auditeur. Un dernier au téléphone maintenant. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, mon cher grand Monsieur Commandant. Monsieur Commandant, nous vous écoutons. Oui. Bon, ce que moi je vois, monsieur. Oui. Cette blocage-là, si on pourrait dissoudre l'Assemblée, et on va voir que bon, il n'y a pas l'Assemblée, et la CEDEAO va venir organiser un référendum, et le peuple va parler. On va faire les choses. Parce que cette blocage-là, ça nous fait mal, quoi. D'accord. Chaque jour, ça ne va pas. Pour manger, c'est difficile. Chaque jour, c'est critique. Hein? C'est pitoyable. La vie est là, ça ne va pas. Donc, dites aux opposants, donc, avant la CEDEAO, on dissout l'Assemblée, on fait tout, la C14 fait tout aussi, on dissout l'Assemblée, et on passe au référendum. D'accord. C'est fini. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Commandant. Merci de nous avoir appelé. Il y a un autre auditeur qui nous dit que le peuple togolais a décidé de changer d'esprit. Donc, le Togo aujourd'hui est loin de ce que le pouvoir pense. Ça, c'est Ali qui nous envoie le message et qui veut rappeler à Joël Egan qu'il a promis de revenir sur une publication sur les réseaux sociaux. Et on y va. Joël. Oui, non, c'est la publication en question, c'est la publication de Thierry Tama qui vient de reprendre les mêmes expressions que Bawara. Il dit plus rien ne sera plus comme avant. Ça peut très bien. Alors on va conclure très rapidement. Peut-être avant, il y a cet auditeur qui nous dit que lui propose qu'on vende le Togo et que nous partageons l'argent. Tout simplement. Et on va dépenser ça où? On va faire des tours de table. Je pense pas vous, Fierlo. Oui, je pense que il est nécessaire aujourd'hui que la C14, l'UFC et le pouvoir trouvent une solution pour régler la crise de la CENI. Et comme le disent les auditeurs, la meilleure façon de s'en sortir, c'est que
l'UFC prenne de la hauteur et tire les conséquences évidentes qui s'imposent. Il y a cet auditeur qui nous parle de ce justement du blocage à la CENI. Il dit que le chef de file prenne ses responsabilités. Il organise une élection entre les parlementaires de l'opposition. Parce que Acha Ibrahim. Non, mais moi, je demande à l'UFC de prendre de la hauteur, comme le disait mon grand frère Fiokoulou. Nous sommes arrivés à un tournoi très important. Et ce tournoi-là, si on ne sait pas faire, on risque de virer vers une situation assez regrettable. Donc, l'UFC est au carrefour. Et il faudrait que l'UFC fasse preuve de hauteur, de bon sens et surtout d'honnêteté pour ne pas bloquer le processus que nous voulons qu'il aille à terme et très bien. L'autre aspect, c'est à tous les acteurs politiques de tout faire pour regarder l'intérêt général. Le pays est en train de reculer. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le pays. Il faut avoir vraiment le courage de le dire. Donc faisons un effort pour sauver la barque, faisons un effort pour que le pays se maintienne et réponde au rendez-vous de l'émergence en 2030. Très bien. Joël, les gars. Non, on a mes deux prédécesseurs comme ont abordé la question de l'UFC. Je ne vais pas l'enjamber, mais dans un autre sens. On sait très bien que ce blocage est entretenu par UNIA. UNIA a les moyens de faire dégager l'UFC, donc UNIA n'a qu'à assumer ses responsabilités. En refusant de le faire, ça veut dire que les 8 sièges que l'opposition a obtenus à la CENI, ça dérange l'UNIA, d'une certaine façon. D'une façon ou d'une autre, ça les dérange. Ils savent que s'ils prennent les 8 sièges, ça va compliquer les choses encore à la CENI. Et la coordinateur de la C14 l'avait très tôt annoncé que le débat se déplace aujourd'hui au sein de la CENI. Et seconde chose, parlant des éperviers, ça me fait mal au cœur, mais comme l'auditeur l'a dit, je crois que c'est mieux même parce que on va encore faire des collectes de fonds, etc. On ne saura pas où, puisque c'est le même ministre qui est encore là. Oui. Et je dis, il faut relever que nous venons d'engager l'entraîneur qui nous coûte le plus cher de l'histoire du Togo. 25 millions de francs, sans compter son logement, etc., sans compter la prime de son adjoint. Et voilà le résultat que ça a obtenu. Il y a un sérieux problème de management. Qu'il faut régler. Et voilà. Dans tout, dans le recrutement de l'entraîneur, etc. Il y a un procédure de management. Quelqu'un qui vient finir sa carrière ici, on a vu le cas de Otto Pfister. On a pris, qui était à la retraite, on l'a pris à coup de millions pour l'engager. Ça veut quoi? On va dire que l'UFC avait une formidable chance de sauvegarder la popularité des mouches. C'est-à-dire, au moins on aurait des mouches qui suivront l'UFC dans ses dérives. Maintenant, l'UFC est rentré dans une dérive où c'est la compagnie des abeilles qui seront aujourd'hui à l'heure. Parce qu'au moins, là, cette chance-là... Quelles sont ces figures-là? Oui, c'est vrai que c'est une métaphore, mais qui ressemble fort à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va suivre J.Q. Olympique que je l'ai fait. Qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce qui vous dit ça? Et maintenant, c'est les abeilles. Les abeilles, ça veut dire quoi? Ça dit qu'ils seront maintenant chassés. Ça dit, l'UFC c'est fini. Avec ce que monsieur Jean-Claude Fou à l'Assemblée là-bas, à la CENI. Non, l'UFC est fini. Et déposez vos yeux pour voir ce qui va se passer demain. D'accord, très bien. Même un seul député là, un seul maire, ils ne trouveront pas. Merci beaucoup à Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardian. Joël, les gars, fraternité demain dans les kiosques. Acha Ibrahim Tanouveau et Fiokoulou Adanglonou, l'enquêteur. Merci à Francis Daye qui a réalisé le magazine de ce matin. Appelez-moi Saint Rigator. À demain, si Dieu le veut. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.